La nature menacée devient menaçante. Notre excès de contrôle nous a fait perdre le contrôle. Il va maintenant falloir vivre dans un monde fluctuant, c'est-à-dire inventer la civilisation de la robustesse contre la performance. Ces mots sont ceux du biologiste et biophysicien français Olivier Amand, directeur de recherche à l'Institut national pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement et directeur de l'Institut Michel Serres, connu pour ses travaux sur le développement des plantes, mais aussi pour ses réflexions sur la robustesse du vivant et ses implications sociétale. Il est à notre micro ce soir dans Libre Ensemble pour évoquer son dernier ouvrage Antidote au culte de la performance, la robustesse du vivant, et pour commenter ce moment de délire que nous vivons actuellement. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Bonsoir Olivier Amand. Bonsoir Catherine. Merci d'être là ce soir avec nous. Est-ce que vous attendiez à ce moment de délire, puisque vous êtes là pour nous proposer une solution finalement, et on va en reparler dans 2 secondes avec des thèmes, en tout cas des concepts comme robustesse et versus contre-performance. Est-ce que vous avez vu venir le problème ? Alors, pas vraiment, pour être complètement honnête. C'est quelque chose qui se fait progressivement, et je pense que c'est un peu pour tout le monde. On découvre des couches supplémentaires. Donc ça peut être par exemple, on peut commencer avec le climat. On se dit, ah oui, il y a un sujet avec le climat. On creuse, et puis après on découvre le plastique. Puis après on découvre les PFAS. Puis après on découvre d'autres. Et en fait, c'est tout ça on se dit, ah ouais, en fait, et aussi la biodiversité, l'effondrement de la biodiversité. Enfin, et à chaque fois, on trouve de nouvelles couches. Et donc moi, ça a été pareil, c'était graduel. Et il y a un moment, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui regroupe tout ça, et c'est cette fameuse suroptimisation, cette surperformance qui est partout, et qui est un nœud de l'affaire. Alors, certains diront cette instabilité, elle n'est pas nouvelle. Ça fait quand même des siècles et des siècles qu'on est par phase de catastrophe. Alors, c'est vrai qu'on dit que ces 30-40 dernières années ont été plutôt, notamment en termes de guerre ou économiquement, on est chaque fois vers un mieux. Bon, et même le climat, quand je suis née, on n'en parlait pas trop. Donc, certains vous diraient, c'est l'évolution classique du monde. Qu'est-ce qui change aujourd'hui ? Alors, ce qui change aujourd'hui, c'est le niveau de fluctuation et la fréquence. C'est que le monde a toujours été fluctuant, ça c'est sûr, mais ça fait 10 000 ans qu'on vit dans une forme de stabilité climatique. C'est-à-dire qu'il y avait des fluctuations, mais qui étaient dans une certaine fenêtre. Là, on est en train de sortir de cette fenêtre. Si je prends juste la France, les événements climatiques extrêmes, leur fréquence a été multipliée par un facteur 4,5 depuis 2000. Donc ça, on se rend compte qu'on sort, on déraille, quoi. On est dans un monde déréglé. Le dérèglement climatique, c'est le bon mot, quoi. On est déréglé. Et donc, en fait, il y a tout qui suit. Et l'autre chose, évidemment, c'est que ce qui est associé à ce monde-là, c'est ce monde néolibéral, financiarisé, qui a tout suroptimisé, là, d'un point de vue économique. Et donc, c'est fragile de tous les côtés, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan écologique. Alors cette idée aussi que c'est globalisé, comme le disait McLuhan, il était un des premiers à avoir parlé de ce village global, lui c'était plutôt au niveau de la communication. Mais là maintenant, la communication a intrinsèquement tous les secteurs, introduit tous les secteurs. Cette globalisation-là, on ne s'y attendait pas en termes de catastrophe, c'était plutôt positif à l'époque. Oui, bien sûr, parce que tout a changé avec le Covid, notamment. Le Covid, c'est la première pandémie qui est une syndémie. C'est que ça c'est le mot de Barbara Stiegler et de Richard Horton, rédacteur en chef de The Lancet. Une syndémie, c'est une maladie du système. C'est qu'en fait, le virus, il est banal. SARS-CoV-2, c'est un virus, carabiné, mais c'est un virus banal. Ce qui n'est pas banal, c'est les humains, c'est les systèmes qu'on a mis en place. C'est la nourriture ultra transformée, trop grasse, trop salée, trop sucrée, ça fait de l'obésité, du diabète de type 2, ça fait des comorbidités à l'hôpital. Des avions partout, du low cost, ça diffuse le virus beaucoup plus rapidement. Enfin, c'est tout ça. Le fait, après la crise financière de 2008, qu'on ait optimisé les hôpitaux, donc on a réduit le nombre de lits, c'est pareil, ça bloque après. Donc ça, c'est la syndémie. Le Covid, ça a été un moment de réalisation. En fait, un petit virus a mis à nu tous nos systèmes. Je vous ai entendu parler aussi de moyenne, c'est ça, de moyenne et d'écart type. Oui. C'est plutôt des termes qu'on entend en sciences ou en mathématiques, mais vous venez de là, et qu'est-ce que vous voulez expliquer par ça, que d'un monde de moyenne, on est passé à un écart type, c'est quoi en fait ? C'est ça, alors le monde de la moyenne, quand on s'intéresse aux moyennes, on fait l'hypothèse cachée que le monde est stable. Quand on s'intéresse aux tendances, ça veut dire que demain va quand même ressembler un peu à aujourd'hui, et qu'on est capable de prédire, de prévoir. Le monde de l'écart type, c'est cette fenêtre de variabilité qu'il y a autour de la moyenne, les valeurs aberrantes qui arrivent d'un seul coup. Ça définit très bien le monde dans lequel on est. Parce que par exemple, si je prends le Canada en 2021, il a fait 50 degrés en été, dans l'ouest canadien, alors que normalement il fait 35 degrés. Plus 15. En une année comme ça. Et donc ça, c'était ce qu'on prévoyait en 2100 en moyenne. C'est arrivé d'un seul coup en 2021.
C'est ça le monde fluctuant, hein, c'est que le long terme vient au présent. Donc même notre rapport au long terme change. C'est qu'on dit souvent on est trop court-termiste, etc. Non, en fait, c'est même carrément, c'est pire que ça. C'est que c'est le long terme qui vient au présent. Les valeurs aberrantes s'invitent maintenant. C'est le Pakistan en 2022 qui, la moitié du pays est inondée. La moitié du pays. Si vous les cartes satellites, la moitié du pays est bleu, quoi. Ça, c'est des choses qu'on prévoyait un peu pour 2100 en moyenne. Et ben, ça arrive d'un seul coup, voilà. Ce qu'on a connu ici aussi, à Liège et en Allemagne, voilà. En 2021, qu'on n'aurait pas imaginé ici dans les contrées, parce qu'il y a aussi un glissement géographique. Enfin, on vit tous des catastrophes étonnantes aussi. C'est un moment décolonial, dans tous les sens du terme. C'est que ce qu'on voyait dans les pays du Sud vient chez nous. Alors, il faut aussi la partie positive de l'aspect décolonial, c'est qu'on va aussi s'inspirer des solutions qui ont été trouvées dans les pays du Sud pour nous aider. Alors, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là et comment ? Le concept, c'est performance, évidemment. Donc, la performance, on va d'abord peut-être la définir. Et depuis quand est-ce qu'on peut parler de surperformance ? Ou en tout cas, depuis quand l'homme cherche cette performance ? Alors, on a toujours eu de la performance. Hein, c'est même quelque chose qui est dans le vivant, donc c'est au-delà de l'humain. Donc, la performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif. Efficience, avec le moins de moyens possible. Et donc en fait, on a toujours eu de la performance, les humains, hein, mais c'était anecdotique. C'était le moment de la chasse sociale par exemple. Là, il fallait faire de la performance. Quand on allait chasser le mammouth, c'était le chemin le plus court, hein, probablement. Enfin, j'étais pas là pour en parler, mais on peut imaginer sur la base de la chasse actuelle que c'était le chemin le plus court. Donc ça, c'était des moments de performance. Tout a changé quand on a inventé l'agriculture. Parce que là, on a sécurisé la prise alimentaire et on a commencé à optimiser le paysage, à prendre contrôle du territoire. D'accord. En fait, c'est une déclaration de prédation sur le territoire, hein, l'invention de l'agriculture, de la domestication. D'ailleurs, pour info, avant l'agriculture, donc c'était il y a 10 000 ans, il y a 30 000 ans, on invente la céramique et donc le stockage. Donc on a domestiqué le temps avant de domestiquer l'espace. Oui, ça, on prévoit, quoi. On prévoit, voilà. Ouais. Donc on fait des stocks. Ben là, quand on a des stocks, on a de l'abondance. Hein. Quand on a de l'abondance, ça stimule plutôt la compétition, la performance. Et alors, quand c'était l'agriculture du début, j'ai envie de dire, ça s'est fait graduellement, ça n'avait pas beaucoup d'impact. Quand on a eu la Renaissance, les plantations, la colonisation, alors là, beaucoup plus d'impact. Y compris Pourquoi ? pour les... Alors, parce que c'est massif. Hein. En gros, il y a un bel exemple d'ailleurs. À la Renaissance, c'est le moment où on invente la perspective. Donc, ces fameux dessins avec la ligne de fuite. Oui. En latin, perspective, ça se dit commensuratio. Et commensuratio, ça veut dire que le monde devient mesurable. Parce que quand on fait des dessins réalistes, on peut mesurer, et donc on peut exploiter. Et donc, c'est une déclaration de prédation sur le territoire. Et donc la Renaissance, hein, donc 1492, Christophe Colomb, c'est une déclaration où on prend le territoire par le dessin et par les actes. Et donc certains disent que l'Anthropocène, hein, cette époque géologique dans laquelle on est, où l'homme domine, c'est un plantationocène, parce que la plantation, ça cristallise assez bien ce qu'on veut faire du territoire. Et après, ça n'a fait que s'accélérer, la mécanisation à la révolution industrielle, la grande accélération. Et donc si on devait dire le moment où on a dépassé le seuil de performance, c'est probablement au moment de la révolution industrielle, quand on est tombé dans la boîte de Pandore, hein, le charbon, le pétrole, aujourd'hui les métaux. Là, on a accès à l'équivalent de millions d'années de stock d'énergie qu'on dépense en quelques années, quoi. Donc le problème, c'est la performance qui incite à l'abondance. Et l'abondance, et ça c'est effectivement quelque chose d'étonnant. On pourrait croire que quand il y a abondance, il y a paix, il y a bonheur, il y a plaisir et sérénité. Pas du tout. Vous dites dans l'abondance que les problèmes subviennent, en fait. Exactement. En fait, on pense souvent qu'il faut qu'il y ait un minimum d'énergie, un minimum de ressources. Et ça, c'est très vrai. Hein. Il y a un plancher, il faut un minimum de ressources pour pouvoir vivre dans un territoire. Donc, très bien, il y a un minimum. Mais on oublie qu'il y a un maximum. C'est qu'en fait, ça, c'est la part maudite de Georges Bataille, un essai de 1949. La part maudite, c'est quand on passe le seuil du maximum. Quand on a accès à beaucoup de ressources, on fait tout ce qu'on peut pour dissiper l'excès de ressources. Et la façon la plus facile de dissiper un excès de ressources ou d'énergie, c'est de faire la guerre. Et quand on réfléchit bien, la dernière fois qu'on a eu accès à du charbon et du pétrole abondant pour pas trop cher, on a fait 2 guerres mondiales. Donc c'est vraiment, l'histoire nous le dit et nous le redit. Hein. Donc ça veut dire que typiquement des projets où on aurait accès à de l'énergie gratuite, c'est vraiment une très mauvaise idée. Hein. Donc trop de performance, beaucoup d'abondance, donc on le voit, pas du tout de sérénité ni de paix, mais cette performance, ça donne quoi au final ? Alors c'est ça le truc, c'est qu'en fait quand il y a beaucoup d'abondance, donc on va faire beaucoup de performance, beaucoup de guerre. Alors en fait il y a une équation qui est très simple. Quand on met l'accent sur la performance, c'est toujours une performance relative. On est toujours plus ou moins performant que son voisin ou sa voisine. Et donc c'est un appel à la compétition.
donc la guerre. Dans une compétition, qui gagne ? C'est toujours le plus violent qui gagne. Donc la performance appelle la compétition appelle la violence. Alors ça se comprend très bien quand on prend l'exemple d'un pompier dans l'incendie. Il va être en compétition avec le feu et il sera violent avec son corps. Sur le plan géopolitique, alors sans vouloir tout limiter à ça, il y a d'autres facteurs, mais quand même là on a 3 exemples. La Russie qui envahit l'Ukraine, Israël qui envahit la Palestine, le Rwanda qui envahit le Congo. Ces 3 pays ont été humiliés. Et en fait, ils reproduisent une violence qui leur a été infligée. Donc c'est un cercle infernal, ça, quand même. Donc on est dans un moment où ça se voit. En fait, si on doit le dire avec un mot, on est dans l'époque du burn-out planétaire. Ok. Il n'y a pas que le burn-out au travail ou le burn-out mental, c'est le burn-out planétaire, le burn-out écologique global, comme on le disait encore tout à l'heure. Il n'y a plus de local nulle part, c'est global. Voilà, on est synchronisés. Et alors, avec quoi ? Disparition de notre cadre de vie, de nos démocraties, parce que vous analysez aussi d'un point de vue politique la performance, je vous avais entendu, permet le sectarisme aussi. Exactement, en fait, le réseau social, par exemple, le fait de partager des informations trop rapidement, où on confond réflexe et réflexion, ça crée des bulles d'auto-conviction, et après, on part dans une dérive sectaire. Donc là, il y en a plein, des sectes qui émergent de tous les côtés. On peut considérer que Trump, c'est un peu une secte, MAGA, c'est une secte. Ça, c'est aussi le produit de la performance. Je vous entendais aussi dire que l'inventeur du scrolling sur les téléphones est en train d'essayer d'inventer un scrolling visqueux pour ralentir et inverser la donne, parce que lui-même se rend compte qu'en fait c'est tout à fait dangereux. C'est addictif. En fait, l'addiction, c'est très pratique parce que ça permet de bien montrer le problème de la performance. Quand on a quelque chose de très performant, en général, on a le pic d'adrénaline, et donc on a envie de continuer. Et donc en fait, on ne voit plus le monde que par ce canal-là. On devient un expert, et plus on est expert, plus on nous demande cette expertise-là, et donc on ne voit plus le monde que sous un angle. L'addiction est le produit de la performance, et le produit de l'addiction, c'est la dépression. Parce que quand on ne voit plus le monde que sous un angle, évidemment, il y a un jour, il y aura un grain de sable sur ce chemin, et on n'aura pas d'autres branches sur lesquelles s'accrocher, et donc ça crée la dépression. Le contraire de l'addiction, c'est l'adaptabilité. Le fait d'être capable de garder d'autres branches dans lesquelles partir. Dans un monde qui est drogué à la performance, on coupe toutes les branches. C'est le monde de l'autoroute, où on veut arriver très vite à destination, et on coupe les chemins de traverse. Oui. Et d'ailleurs, quand tout se ralentit, on devient fou. Si l'ordinateur patine, nos enfants en tout cas, nous on a connu ces ordinateurs qui patinent, quoique on n'aime plus ça non plus, il faut que ça aille vite. Alors, ce que vous proposez, évidemment, pour faire face à cette performance, que l'on a toujours positivé, il faut être performant dans son travail, il faut être performant dans tout, c'est justement la robustesse. Ça, c'est une idée qui vous vient de votre travail de scientifique, évidemment. C'est quoi la robustesse, si vous devez la définir ? Alors, un système qui est robuste, c'est un système qui est stable et viable malgré les fluctuations. Robustesse, ça vient de Quercus robur, le chêne. Donc, c'est bien pratique. Voilà. Et c'est une robustesse dynamique. Il faut penser stabilité dynamique, donc l'arbre dans le vent. Voilà, il est stable malgré les fluctuations. Et puis il est aussi viable malgré les fluctuations parce qu'il est capable de résister à des gelées et à une sécheresse. Donc son spectre de fluctuation est très large. Alors pourquoi être robuste ? Parce que la robustesse, c'est la non-performance. On ne peut pas être robuste et performant. La robustesse, c'est forcément la lenteur. Alors, il y a un compromis. Voilà, on peut, si on est... en fait, pour être robuste, il faut garder des marges de manœuvre. Il faut garder du jeu dans les rouages. Comment on nourrit ces marges de manœuvre ? Il ne faut jamais atteindre le maximum de performance, ni même l'optimum de performance. Il faut garder des marges de manœuvre en dessous. Il faut être sous-optimal. Et donc, ce qui nourrit ça, c'est de valoriser en effet les lenteurs, les hétérogénéités, les redondances, les incohérences, les erreurs, les imprécisions, l'inachèvement. C'est que des contre-performances. Et donc, c'est ce qu'on voit chez le vivant. Le vivant, c'est vrai, dans le vivant que vous analysez, dans les plantes, je crois que vous êtes spécialiste des plantes. Oui, alors, ça se voit partout. Mais alors, c'est mon cas, mais c'est le cas de tous les biologistes qui travaillent de façon systémique sur le vivant. C'est ce qu'ils voient en premier. Un réseau de neurones, un réseau physiologique, un réseau des écosystèmes, c'est ce qu'on voit en premier. Si on est un biologiste un peu spécialiste d'une protéine, on peut être tenté de voir un système optimisé, mais c'est parce qu'on a oublié qu'il y avait des tas d'autres protéines qui faisaient exactement la même chose, ou le contraire. Donc, qui sont redondantes et incohérentes.
viande. Donc dès qu'on voit le système dans sa globalité, c'est ce qui vient en premier. Comment se fait-il alors qu'on s'est éloigné autant que cela du monde vivant? Parce qu'on fait partie de ce monde vivant. Alors nous sommes vivants. Bien sûr, mais les biologistes aussi sont à blâmer là-dedans. C'est que nous aussi, les biologistes, on s'est fait avoir par le culte de la performance. Pendant des années, on a cherché à démontrer que le vivant était plus performant que nos systèmes économiques, nos systèmes techniques. Il y a une époque où le biomimétisme, l'idée c'était de copier des moments performants du vivant pour augmenter la performance de nos objets techniques. L'exemple, c'est la libellule qui peut prendre 30 G. Comment fait-elle? C'est l'hydrodynamisme des écailles de requin qui sont incroyables. Donc tout ça, c'est des petits moments de performance du vivant et on s'intéressait beaucoup à ça, en oubliant complètement que la libellule dans son ensemble, son métabolisme n'est pas du tout performant. Il est robuste. Okay. La libellule, c'est très ancien, hein, c'est à l'époque des dinosaures déjà, donc c'est vraiment un des êtres vivants les plus anciens. Donc il est très robuste, il a traversé des fluctuations absolument incroyables. Il est robuste avant d'être performant, hein, très clairement. C'est peut-être aussi parce qu'on sait notre finitude individuelle. L'humain est très individualiste, et donc si on pense à notre finitude, on oublie la globalité, l'ensemble de l'humanité. Évidemment, vous pensez que c'est ça aussi qui a joué? Alors c'est un paradoxe, parce qu'en effet, il y a ce côté anthropocentré, de se dire, voilà, c'est un peu le transhumanisme, les surhommes, les super-héros, tous ces mots-là. En fait, dans le monde de la performance, ce qui nous obsède, c'est l'invulnérabilité. D'ailleurs, on a repéré Xi Jinping et Poutine parler de prolonger leur vie par des médicaments, etc. Donc c'est vraiment une obsession. Alors l'invulnérabilité, il faut bien comprendre que le seul moment où on est invulnérable, c'est quand on est mort. Donc c'est ça le paradoxe. C'est qu'en fait, quand on cherche l'invulnérabilité, on cherche à mourir plus vite. Et ce qui est incroyable, c'est que dans ce monde-là qui est obsédé par la performance, en fait, quand on réfléchit bien, on veut surtout arriver plus vite à destination. C'est la mort. La mort, c'est la mort. La vie, c'est le chemin. Donc une fois qu'on a compris ça, on ne veut pas accélérer. On court un peu comme des poules folles pour aller... On a toujours des objectifs. Mais vous le dites aussi, ce ne sont sans doute pas de bons objectifs. Le darwinisme, le monde du vivant n'a pas d'objectif. Il est allé au hasard de l'évolution, justement, parce que c'est le temps long et que nous, on a un temps court. Exactement. Alors, je le dis souvent, c'est que les êtres vivants n'ont pas d'objectif, ou une autre façon de le dire, c'est qu'ils ont trop d'objectifs. Donc on veut trop faire de choses à la fois. Quand on a plein d'objectifs, ils sont tous en contradiction, forcément. Et donc on n'en atteint aucun. C'est l'adage zen, celui qui a atteint son objectif a manqué tous les autres. Les êtres vivants, c'est exactement ça. Ils essaient des tas de choses, quoi. Alors que nous, on nous demande de nous focaliser de plus en plus, d'ailleurs. Ce qui est dingue aussi dans la performance, et que vous expliquez très bien, c'est l'effet rebond. On croit que la performance est positive, et l'effet rebond nous montre que... qui trop embrasse mal les trains, presque, en quelque sorte, comme les vieux adages des grands-mères. C'est ça. Alors, l'exemple que j'aime bien ici, enfin, il y en a plein, des exemples des effets rebonds, mais si on prend l'exemple des avions, par exemple, les avions, on nous vend des avions sobres, aujourd'hui, qui consomment moins de kérosène. Qu'est-ce qui se passe? Ils coûtent moins cher, ça permet le low cost, ça permet le surtourisme, et donc on fait de la sobriété par unité d'avion, mais ça génère de l'ébriété. C'est le contraire, en fait. Et puis la dévastation des écosystèmes, etc. Donc ça, c'est l'effet rebond. Alors c'est pas que pour les avions, c'est pour les voitures, les écrans plats, la lessive concentrée, tout ce qui est en familial, l'électroménager, voilà, c'est tout comme ça. Même les satellites de Starlink, d'Elon Musk, ils durent entre 3 et 5 ans. C'est de l'obsolescence programmée. Donc, en fait, la fameuse. Ça aussi, ça fait des effets rebonds. Mais ça, c'est très récent, en fait. On a accéléré le processus ces 20-30 dernières années. Oui, alors c'est exactement. En fait, quand on a commencé... Alors, c'est vraiment depuis les années 50 qu'on a pris cette courbe-là. Et ça s'est accéléré ces 20-30 dernières années quand on a vraiment financiarisé l'économie. Les KPI, les Key Performance Indicators dans l'industrie, c'est la fin des années 90 que vraiment ça se développe beaucoup. Avant, c'était beaucoup moins le cas, quand même. On oublie un peu, finalement. Mais tous ces objectifs, ces fichiers Excel où on remplit des cases, etc., c'est quand même finalement assez récent. Et c'est une rationalité de la performance, de l'optimisation. On peut prendre des tas d'exemples. Le lean management, par exemple, ça c'était quelque chose qui venait plutôt du Japon après la guerre. Le premier pilier du lean, c'est plutôt de mettre en avant la qualité. En fait, c'est plutôt de la robustesse, finalement. C'est plutôt se dire, voilà, on arrête les machines, s'il y a un fil qui dépasse, on arrête tout et on fait. Donc on prend soin de la qualité du produit parce qu'on n'a pas beaucoup de matière. Donc on fait de la robustesse. Pénurie appelle la robustesse. Et puis après, le deuxième pilier du lean, il vient des Américains. Alors eux, ils avaient plein de ressources, donc c'est le flux tendu. Et là, c'est de la performance. Et le deuxième pilier du lean, là, a pris le dessus sur le premier pilier. Et maintenant, le deuxième pilier du lean, c'est ce qui gouverne tous nos processus industriels un peu partout. C'est économie d'échelle, flux tendu, zéro stock. Tout ça, c'est du catéchisme performant
adapté à un monde stable et abondant en ressources. Oui. C'est extraterrestre. D'ailleurs, le zéro stock dont vous parlez, on l'a vu aussi pendant le Covid avec les hôpitaux suréquipés, mais qui n'avaient pas de stock de médicaments, de masques. Et puis alors, c'est ajouté à ça ce problème du canal du Suez, dont le bateau a coincé tout, et on s'est rendu compte qu'on était dépendant de tout. Et en fait, dès qu'il y a un petit grain dans le rouage, c'est terminé, c'est la catastrophe. Exactement. Voilà, en fait, tout système suroptimisé est fragile. Donc dès qu'on augmente les performances, on se fragilise. Optimiser, fragilise. Donc dès qu'on voit le mot optimiser quelque part, il faut se demander tout de suite qu'est-ce que je fragilise. Et ça, c'est vrai pour tout, mais ça peut être aussi les dépendances à tous nos logiciels, à Google, toutes ces plateformes, des prestataires externes dont on n'a absolument pas de souveraineté dessus, qui peuvent nous planter du jour au lendemain. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Les terres rares en Chine, les semi-conducteurs à Taïwan, on a tout centralisé. C'est d'une fragilité incroyable. Moi, je suis d'ailleurs étonné que ça marche encore. Que ça craque pas plus vite, en fait. C'est hallucinant. Internet, ça dépend de quelques câbles sous-marins. La Russie est en train de couper des câbles dans la mer Baltique. Pour l'instant, ça ne se voit pas trop, parce qu'on arrive encore à les réparer, mais c'est assez dingue, quand même. Alors, c'est intéressant aussi, vous avez un regard très critique sur ces hyper performants, les Musk et autres, en fait, et c'est étonnant. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est pas possible qu'ils soient aussi intelligents, aussi performants, sans avoir, comme vous, fait cette analyse de la robustesse. Où veulent-ils aller, en fait, tous Alors, ils sont pas intelligents, alors, dans le sens où je définis l'intelligence comme la capacité à s'adapter. En fait, ils sont endoctrinés. Et ils se sont endoctrinés eux-mêmes dans un monde qui est endoctriné. Donc, en fait, ils sont les gourous de la secte mondiale. Donc, évidemment que c'est les rois du pétrole. Parce que quand on est le gourou dans une secte de cette taille-là, tout va bien. Mais sauf qu'ils se ressemblent de plus en plus, donc là, comme un bon gourou, c'est que ça cristallise. Et donc moi, je les appelle les mal barrés. C'est souvent des mecs. Oui, c'est souvent des mecs. Voilà, et qui sont un peu barrés aussi. Donc, en fait, ils se ressemblent de plus en plus et leur destin est écrit dans leur projet. C'est-à-dire qu'ils veulent aller sur Mars, ils font des bunkers. Sam Altman, il veut que son cerveau aille dans une machine. Ils ont que des projets de mort. On y revient. Mars, on ne peut pas vivre sur cette planète, en tout cas pas pour le moment. Oui, c'est impossible, et à vrai dire, c'est peut-être vraiment impossible. C'est-à-dire qu'on sait faire des fusées, on sait faire des exosquelettes pour être sur une planète qui a une autre gravité. Donc on sait faire des tas de choses sur Mars. Il y a un truc qu'on ne sait pas faire, c'est de l'agriculture circulaire. Ah, toujours pas. Aujourd'hui non plus. Parce qu'en fait, c'est donc dans un lieu clos. Voilà, un lieu clos, un petit volume, c'est trop petit en fait. C'est que l'agriculture, ça marche sur Terre parce qu'on a 2 tampons planétaires énormes, l'atmosphère et l'océan. Si on met des plantes comme Matt Damon quand il est tout seul sur Mars et qui fait ses pommes de terre, juste pendant 1 an en même temps, donc c'est peut-être, on peut imaginer quelques mois, ça peut marcher, mais en fait, déjà c'est très fragile, il suffit qu'il y ait un trou et puis c'est fini, mais surtout, même s'il n'y a pas de trou, il suffit qu'il y ait une bactérie qui prenne le dessus dans la culture et ça part en vrille très rapidement. C'est beaucoup trop petit pour être tamponné, quoi. Il n'y a pas assez de marge de manœuvre. Donc en gros, ce que vous dites, c'est que ça ne sert à rien d'aller chercher ailleurs, ça ne sert à rien d'aller performer ailleurs, il faut être robuste ici. Mais alors comment est-ce qu'on peut être robuste, nous? Comment est-ce que nos sociétés, nous, individus, et puis sociétés, pouvons être robustes pour rester ici et imaginer pouvoir vivre, nos enfants, nos petits-enfants, à l'endroit aujourd'hui où nous vivons? Alors c'est cette fameuse culture de la robustesse, mais qu'on pourrait appeler aussi une culture de la variabilité. En fait, il faut juste apprendre à vivre avec les fluctuations. Donc c'est plus construire des digues pour lutter contre les fluctuations. Les fluctuations qui viennent, on ne pourra pas les arrêter et elles vont s'amplifier pendant tout le XXIe siècle. C'est la phrase de Denis Meadows, du rapport au Club de Rome, le fameux rapport Meadows, qui disait on se préoccupe des changements globaux, mais les changements globaux ne se préoccupent pas de nous. Donc c'est asymétrique. Donc les fluctuations qui viennent, on ne pourra pas faire autrement que vivre avec. Donc une fois qu'on a compris ça, on ne fait plus du tout de la gestion des risques. Parce que la gestion des risques, c'est encore du monde performant. On slalome entre les risques jusqu'à ce qu'il y ait un risque énorme qui arrive et là, on se plante. Donc le but, c'est de réenchanter le risque. Donc de s'y préparer et l'accueillir avec le sourire. Voilà, on passe de l'acceptabilité à l'accueil. Oui, mais enfin, c'est bien beau, Olivier Amand, mais comment fait-on pour accepter un typhon avec le sourire qui viendrait à tomber sur Liège, ma ville natale? Alors, bien sûr, le sourire, c'est vrai que c'est peut-être un peu forcé, mais l'approche, c'est quand même celle d'un jazzman qui va faire une improvisation. C'est que quand on fait de l'impro, que ce soit du théâtre ou du jazz d'ailleurs, on voit le risque pas du tout comme un problème.
c'est ce qui va stimuler l'intention, c'est ce qui va donner des idées. Et donc en fait, quand on voit les choses comme ça, alors c'est très abstrait, hein. Je sais bien qu'un typhon, c'est pas comme faire un standard de jazz, quoi. Un typhon ou un drone russe, voilà, bien sûr. de la même manière. Voilà. Mais par contre, on peut construire une société qui est prête à ce niveau de risque. Mais qui est prête dans le sens vraiment qui accueille, quoi. Donc ça veut dire des sociétés qui auront cette culture de la variabilité. Donc il y a plein d'exemples, hein. C'est ça qui est super, c'est qu'aujourd'hui, en fait, la bonne nouvelle, hein, c'est qu'on a déjà basculé, en fait. On est déjà dans le monde robuste. Il y a énormément d'initiatives. Alors l'agroécologie, voilà. Donc l'agriculture intensive, c'est une agriculture extrêmement performante où on cherche le rendement maximal. Tout à fait. Mais on est en train de tuer le territoire, de minéraliser les sols, de faire des pollutions aux nitrates, aux pesticides, etc. Et en plus, il y a plein de dépendances externes aux phosphates marocains, aux pesticides, etc. Donc tout ça, c'est extrêmement fragile. Un petit paysan aujourd'hui ne peut plus démarrer en agriculture intensive, c'est trop cher. Donc il démarre en agroécologie. Et depuis 20 ans, en Europe, les surfaces en agroécologie ont augmenté chaque année. Mais c'est systémique, ça, on ne peut pas lutter, hein. Donc ça va aller de plus en plus dans ce sens-là. C'est le tout réparable, c'est l'économie de la fonctionnalité, les conventions citoyennes, les approches participatives. Il y a vraiment toute une zoologie. Le tissu urbain, social, de solidarité qui lie en fait les citoyens. Voilà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on rentre dans un monde fluctuant, on a besoin de sécurité. Et ça, c'est un besoin primaire. Si les fluctuations augmentent, on va avoir besoin de plus de sécurité. Le risque dans le monde de la performance, et qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est la dérive autoritaire. C'est qu'on répond aux besoins de sécurité par plus de contrôle. Donc encore plus de performance, donc on va épuiser encore plus les ressources humaines et naturelles, et donc on va créer la crise suivante. Et donc c'est le monde de la polycrise, de la permacrise. C'est une boucle systémique, c'est un piège. Donc pour revenir à la source, les fluctuations appellent le besoin de sécurité, ça c'est naturel, mais du coup il faut bien définir ce que c'est que la sécurité. La sécurité, c'est pas une doctrine sécuritaire qui rend les gens parano et qui génère de l'insécurité. Voilà, donc il ne faut pas tabler sur la peur, non. Mais alors sur l'union, la solidarité. La pulsion de vie, voilà, la pulsion de vie. C'est qu'en fait, si la sécurité, on considère que c'est au premier ordre la viabilité du territoire, la viabilité de la communauté, de la région, et bien dans ces cas-là, quand on a compris ça, si c'est ça la sécurité, alors la sécurité devient de la sérénité. Et si c'est de la sérénité, ça apaise tout le monde. Alors comme vous le disiez tout à l'heure, puisque l'abondance crée plutôt la compétition. La compétition, la sous-abondance créerait de la solidarité. Alors, donc il faudrait se retrouver dans une société où on a moins, où on vit avec moins, mais ensemble. Un peu comme le titre de cette émission qui s'appelle Libre Ensemble. Absolument, ça me plaît bien d'ailleurs comme titre. En fait, c'est quelque chose qu'on voit chez les êtres vivants. Alors, c'est pas la pénurie, hein, parce que le projet, c'est pas qu'on devienne tous des SDF, hein, c'est pas ça le sujet, évidemment. C'est plutôt la suffisance. C'est qu'en fait, si on a suffisamment de ressources, mais qu'on n'atteint pas ce fameux maximum où ça devient délirant, là, on vit très bien et on vit en coopération. Et à vrai dire, c'est comme ça que les sociétés fonctionnent le mieux, hein. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs, hein. Enfin, je veux dire, la classe moyenne qui vit en suffisance, en général, elle n'est pas hyper agressive, ça se voit très bien, on a du contrat social qui fonctionne très bien. C'est plutôt les comportements, soit des ultra-riches qui deviennent vraiment toxiques pour les autres, soit des ultra-pauvres qui sont là toxiques pour eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas assez de ressources pour vivre. Donc là, on doit carrément changer de paradigme, et donc il faut que le politique s'en empare, évidemment. Oui, absolument. Alors c'est un sujet politique. En fait, la question politique, là, elle est très simple, c'est que simple et compliqué à la fois. Le simple, c'est que le monde fluctuant, ça c'est du fait scientifique, c'est du vécu, donc on ne peut pas ne pas le voir. Donc on rentre dans un monde de plus en plus fluctuant, donc ça appelle la robustesse. Si on donne le primat à la robustesse, alors il faut que la performance passe en second. Donc on trouve un nouveau compromis avec la performance. Ça, c'est inéluctable. Donc là c'est pas une question politique, cette partie-là, parce que ça nous tombe dessus. On va basculer vers la robustesse et c'est le monde fluctuant qui décide. La question politique, c'est comment on fait pour accompagner ce changement en faisant le moins de casse possible. S'il n'y a pas d'accompagnement politique, il y aura beaucoup de casse, parce que les ultra-performants vont résister très fort, et ils le font déjà, et ils font déjà beaucoup de casse. Donc la question politique, elle est finalement assez simple, c'est comment on anticipe ce basculement de dogme de la performance positive vers un monde pluriel des solutions robustes dans les territoires. Et pour ce faire, il faut évidemment informer le citoyen.
Parce que quand on ne le sait pas, c'est pas très vendeur sur un tract politique et ça ne s'explique pas en deux phrases. Et le populisme d'ailleurs, c'est toujours trouver des réponses faciles à des questions si compliquées qu'il vaut mieux vous lire Olivier Hamon pour pouvoir comprendre aussi comment... et on le dit de plus en plus que la nature, en fait, cette planète, elle va nous survivre. C'est nous qui allons nous éteindre. Bien sûr. Je vous entendais aussi parler des dinosaures. On va se dire, bah oui, mais bon, les dinosaures aussi, ils se sont éteints. Mais vous disiez, sur un temps tellement long, 33 millions d'années, j'ai bien retenu... 33 millions. Ouais, donc en fait, 33 millions. Il y a 66 millions d'années, quand la météorite est tombée, on a un peu l'image hollywoodienne des dinosaures qui disparaissent dans l'année. Hein. Non, ils ont mis 33 millions à disparaître. Et nous, on va disparaître. On pourrait disparaître en 30 ans, en 50 ans. Oui, bien sûr. Nous, on fait disparaître les animaux vertébrés, hein, donc un peu notre équivalent, hein, les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les batraciens. En 50 ans, on a perdu 70%. Donc, comment on dit, 70%. C'est ça, 70%. 70%. C'est très bien. Voilà, des animaux vertébrés en 50 ans. Donc ça, c'est 3 ordres de grandeur plus rapide qu'une météorite. Bon, Olivier Hamon, vous n'êtes pas déprimant, non, parce que vous êtes robuste et donc vous nous amenez à l'être et on vous en remercie. Je rappelle votre ouvrage, Olivier Hamon, Antidote au culte de la performance, la robustesse du vivant. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir avec nous. Merci. Merci à vous.